Donc nous allons mettre en place les roues de médecine. Pour moi, lorsque j'arrive sur un lieu, on se rappelle que c'est rentrer en relation aussi avec ce qu'il y a autour de nous. On veut rentrer, on va créer des cercles, hein, comme je dis souvent. On veut rentrer en relation avec les humains. Donc quand je commence une rencontre, je vais systématiquement saluer chaque personne et que chacun se salue. On va créer un cercle. Hein, on se rappelle, le premier se met en place et on vient saluer, l'autre se met à côté et ainsi de suite. Et puis on remplit, comme ça tout le monde est passé et on a fait un cercle. C'est un cercle de relation avec les humains. Lorsqu'on va chez un ami, on n'arrive pas comme ça, on ne s'installe pas dans son salon. On vient d'abord dire bonjour, on vient d'abord rentrer en relation. Et cette relation va être aussi ouverte aux directions, aux arbres, aux animaux, au minéral, au vent, à l'air, à l'eau, au feu, à la terre, etc. Et on veut rentrer dans une relation de ce type-là. Pour pouvoir le faire dans une roue de médecine, la première chose qu'on va faire, c'est marquer les 4 points cardinaux. Soit avec des pierres de couleur, puisqu'on a vu que tout à l'heure, nous avons mis en place des couleurs. Et moi, j'utilise des galets. J'ai la chance en Provence d'avoir trouvé des galets des 4 couleurs. Donc j'utilise les galets, ou bien, lorsque je n'ai pas de galets, ce qui est assez rare quand même, parce que j'en ai plein, mais lorsque je suis dans d'autres endroits, on peut utiliser un bâton fourchu, par exemple, dans lequel on va peindre des couleurs sur les bâtons, ou bien tout simplement mettre un tissu de couleurs, chacune correspondant aux directions, c'est-à-dire jaune, blanc, rouge et noir. Ensuite, personnellement, j'aime bien avoir un centre, c'est-à-dire que lorsque je me promène dans la roue de médecine, d'abord j'ai besoin de repères, hein, on a dit, et avoir un centre qui soit marqué, c'est-à-dire qu'il soit un cercle aussi, un petit cercle, dans lequel je peux me mettre assis, à genoux, debout. Donc dans ce cercle-là, je remets aussi 4 pierres, et si possible, avec les couleurs à nouveau. Et ensuite, lorsque je regarde une direction, je me rends compte que, par exemple, si l'Est est ici, l'Est, c'est pas cette direction-là, mais c'est bien lorsque je regarde l'Est, j'ai toute cette direction. Donc je vais mettre en place ces directions intermédiaires. Et je vais mettre des pierres, à nouveau, des pierres grosses, pour permettre de repérer ces directions intermédiaires. Et en plus de ça, je vais mettre soit des bâtons sur le sol, qui vont permettre d'avoir un repère visuel très net. Et je finis mon cercle avec des petites pierres pour que ça soit très très net, que je sois bien dans une roue de médecine, dans un cercle sacré, et que lorsque je rentre dans ce cercle, je me mette tout de suite dans un état d'esprit particulier. Lorsque je vais rentrer, une fois que j'ai mis en place, hein, je vais rentrer dans la roue, je vais saluer les directions, je vais leur faire des offrandes. Alors, la première chose que je fais aussi, c'est d'utiliser de la sauge, comme les Sioux par exemple, les Amérindiens, et purifier avec de la sauge, purifier avec du cèdre aussi, de la flouve odorante, pour nettoyer et appeler les esprits. Parce qu'une chose qu'on va demander, c'est que les forces qui sont liées aux 4 directions soient présentes. Et là, je vais faire des offrandes de tabac, de maïs. Si je n'ai rien, souvent je donne des cheveux et je donne quelque chose de moi. Certaines traditions crachent par terre parce que la salive, je donne de ma salive, je ne donne pas quelque chose qui vient des poumons, mais quelque chose de moi. Je donne de mon eau à cette direction. Je fais une offrande sacrée. Et lorsque je fais ça dans les 4 directions, en appelant les directions, je salue et je demande à la présence de l'Est, par exemple, de l'esprit de l'Est, de la force de l'Est, du grand-père de l'Est, du vent de l'Est, peut-être de l'animal qui correspond, bref, à la présence du grand esprit dans cette direction, je lui demande de venir dans cette roue de médecine et d'être présent. Et je fais ça aux 4 directions, ainsi qu'au ciel et à la terre. Comment oublier le ciel et la terre? On se rappelle que l'arbre aux étoiles est au milieu de cette roue de médecine, d'accord, et il va s'enfoncer et rayonner. Et c'est, à mon sens, extrêmement important. Ensuite, je vais donc rentrer, à chaque fois que je vais avoir besoin, je vais faire la même chose. Je vais rentrer par l'Est, parce que pour moi, l'Est, c'est la porte d'entrée. Et je vais rentrer par l'Est, chacun rentre comme il veut, toc toc toc, ou dire bonjour, j'arrive. Et là, je vais saluer les 4 directions. Plusieurs possibilités. Je me mets à l'Est, je salue l'Ouest, parce que c'est la première direction qui est en face. Puis je tourne, puis je salue le Nord, puis je tourne, je salue l'Est et le Sud. Ou bien lorsque je rentre à l'Est, je me retourne, et je salue la direction, parce que je viens de rentrer dans cette direction, et je fais mon tour au Sud, à l'Ouest et au Nord. Puis ensuite, le centre, le ciel et la terre. Et là, je peux rentrer simplement pour dire bonjour,
mais je peux rentrer aussi pour travailler sur moi, parce que j'ai une question, j'ai une interrogation, j'ai une souffrance, j'ai une douleur, je suis malade, j'ai quelque chose à travailler, à comprendre, à transformer, à aller plus loin. Et bien sûr, toutes ces forces vont m'aider, parce qu'on se rappelle que la roue de médecine, c'est un révélateur, et dans cette roue de médecine, je peux être amené à marcher dans différents endroits, trouver un endroit qui est confortable, même régénérateur, puis un endroit où je suis peut-être pas bien, où j'ai une leçon à comprendre, où je vais aller dans le côté obscur, hein, comme on dit, le côté sombre, et puis aller travailler cette dimension de moi, parce que la roue de médecine représente à ce moment mon monde, et je vais transformer mon monde. On se rend compte qu'on va pouvoir rentrer dans chacune des parties et apporter de la lumière, comme on pourra le faire tout à l'heure lorsqu'on fera d'autres exercices pratiques, lorsqu'on va rentrer dans notre corps, rentrer dans nos douleurs, respirer dedans, amener de la lumière, rentrer dans une émotion, rentrer dans une conception mentale erronée, dans un blocage où on n'arrive pas à accepter certaines choses. Nous allons pouvoir utiliser la roue de médecine, utiliser notre corps comme une roue de médecine, bien entendu, et transformer, en appelant toujours les forces qui sont en nous, les forces spirituelles en nous, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes très forts, mais aussi toutes ces forces extérieures, ces forces lumineuses qui nous accompagnent. À force d'être dans la roue de médecine, et souvent, lorsque je me posais à l'est, juste avant de rentrer dans la roue de médecine, il m'est apparu tout du moins une intégration d'une autre façon de voir la roue de médecine, c'est-à-dire qu'au lieu de dire nous faisons des cercles sans cesse, nous pourrons dire que nous sommes à l'extérieur de la roue, et à un moment donné, nous faisons un pas dans la matière, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous incarner, et nous faisons un tour dans la roue, c'est-à-dire que la roue, à ce moment-là, mon cercle devient le cercle de la vie, le cercle de ma vie, de mon cycle de vie. Et puis ensuite, lorsque je vais repartir, je vais revenir à l'est et repartir de l'autre côté. C'est peut-être pour cette raison que les Sioux disaient l'esprit viendront, quand on va revenir, la femme bison blanc, qui est l'esprit qui est dans leur tradition, c'est la femme bison blanc qui leur a apporté toute leur spiritualité, tout leur rite. Donc c'est vraiment la représentation de la présence lumineuse, la présence du grand esprit. Et c'est toujours qu'elle viendra par l'est. Je pense que peut-être il y a une résonance avec cet aspect-là, où c'est par ici que nous rentrons dans la matière, où que les choses apparaissent. De la même manière, on verra que le rêve sacré apparaît dans cette direction, et nous pourrons parler d'Inipi, des fameuses cérémonies Sioux de sudation, où la hutte à sudation peut se retrouver à l'est de la roue de médecine, pour retrouver le rêve sacré, retrouver la présence de l'esprit, pour ensuite le manifester. Et on se retrouve là à l'est, on le verra tout à l'heure, mais l'est c'est la partie de l'homme, et l'ouest la partie féminine. Là nous sommes vraiment dans un rituel d'hommes. Ils vont chercher le rêve sacré, ils vont chercher l'énergie pour pouvoir la manifester dans le monde. On se rappelle que c'est un des rôles de l'homme en tant qu'homme, femme, homme. Et là j'aimerais insister tout de suite sur une chose, c'est pour éviter la guéguerre entre les hommes et les femmes, il faut à tout prix se placer à un niveau spirituel, un niveau énergétique. Sinon, comme on dit, on ne va jamais s'en sortir. Si on reproche à l'homme tout ce qu'il a fait à la femme, puis si on reproche à la femme 36 000 choses, effectivement, on ne s'en sortira jamais. Donc pour pouvoir y arriver, il faut impérativement se placer à un niveau énergétique et spirituel. Et là, juste au moment où je rentre dans la roue, à ce moment-là, c'est le premier moment où je vais pouvoir, où je m'incarne, où c'est, on va dire, un moment magique, hein, magique de la rencontre de l'homme et de la femme, du spermatozoïde et de l'ovule. On dit bien que c'est l'ovule qui appelle les spermatozoïdes dans certaines traditions. Et là, la vie se manifeste. Ça veut dire qu'avant, il y a eu peut-être un appel d'un rêve, l'appel de quelque chose, d'une fonction, je ne sais pas, d'un désir en tout cas, de venir s'incarner sur la terre. C'est déjà quelque chose d'intéressant à se poser comme question. Est-ce que, ici, pourquoi je suis venu m'incarner? C'est une très bonne question, chacun trouvera sa réponse. Mais au moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule, alors à ce moment-là, il se passe quelque chose, comme disent les anciens, c'est que je suis assez vieux pour mourir. Et on va se rendre compte que une particularité de
matière, d'être dans la matière, d'être dans l'incarnation, c'est notre capacité à la survie, notre capacité à nous adapter à notre environnement. Et cet aspect-là est un aspect qui est important, c'est que pour trouver de l'harmonie, il faut être capable de s'adapter. Et lorsqu'on n'est plus capable de s'adapter, c'est là que nous sommes dans une position de faiblesse énergétique, hein, de disharmonie, d'incohérence. Ensuite, je rentre dans la roue de médecine, et puis je vais commencer à cheminer. D'abord, je suis dans le ventre de ma mère, et on va se retrouver avec le cycle de la vie, d'accord ? Le cycle de la vie, où là, je suis dans le ventre de ma mère, puis ensuite, le sud, donc l'est, c'est le moment où on arrive. Le sud n'est plus le monde des adultes, mais devient le monde de l'enfance. L'ouest, qui est la direction dans laquelle nous allons être projetés, devient le monde de l'adulte. Le nord, le monde des anciens. Et ensuite, on retourne à l'est, le monde de l'esprit. On retourne à l'origine. Et cette vision de la roue est, à mon sens, extrêmement importante, parce qu'elle va nous amener tous les rites de passage. Et on sait bien que pour pouvoir nous incarner, par exemple, c'est la mort de l'ancien pour la naissance à autre chose. Ça veut dire qu'on va être obligé de faire des deuils. D'accord ? Je dois abandonner l'ancien, faire le deuil de l'ancien pour quelque chose de nouveau. Et là, ça rejoint cette notion de clôturer des cercles. Il faut que les choses soient finies pour pouvoir aller plus loin. Et il faut impérativement être capable de faire ces deuils pour aller beaucoup plus loin. Et toute la vie nous pousse à ça, nous pousse à nous adapter et nous pousse à faire des deuils. Ça veut dire aussi, elle va nous pousser à nous préparer à quelque chose d'autre, à une nouvelle étape. Et la vie est ainsi faite de préparation, de deuil, hein, et de continuité, d'adaptation. Et on va se préparer et on va faire un deuil pour naître à une autre dimension. Et à chaque fois, quelque chose d'autre. Et la vie nous pousse à aller beaucoup plus loin. Hein, la vie nous pousse à sortir du ventre de notre mère. La vie nous pousse à devenir adulte. La vie nous pousse à rêver, à créer des choses. Elle ne nous pousse pas à rester là dans la peur. On verra justement les ennemis des directions qui vont réapparaître dans cette roue. Donc, première partie, je rentre dans le ventre, je rentre dans la matière, les spermatozoïdes rencontrent l'ovule, et je suis déjà assez vieux pour mourir. Et là, je suis tout de suite dans le ventre de ma mère, dans la gestation, dans une préparation. Et on se rend compte que le rite de passage, c'est quelque chose qui se fait en un seul instant. C'est un changement d'état d'esprit, c'est un changement de cohérence. Et on va se rendre compte aussi que lorsqu'on est dans la maladie, on va chercher à transformer notre état d'esprit, on va essayer de transformer l'énergie, et on se rendra compte que la chose va se faire en un seul instant. C'est-à-dire qu'au moment où ça sera fait, les choses sont faites. Puis ensuite, dans la matière, les choses vont se manifester, se transformer, évoluer. La guérison totale va arriver petit à petit, mais l'état d'esprit, la transformation de ce qui était à l'origine, on pourrait dire, de la maladie, va se faire de cette manière-là, en un seul instant. Prise de conscience, changement d'état d'esprit. Avant, je suis bloqué, je n'accepte pas que, je sais pas, ma fille fasse telle et telle chose. Puis d'un seul coup, confronté à ça, à force de m'y opposer, de souffrir de ça, je peux transformer par cette prise de conscience, je transforme, et d'un seul coup, c'est immédiat. Derrière, les choses sont intégrées. Je suis capable d'accepter ou d'agir d'une autre manière. Donc ensuite, je suis dans le ventre de ma mère, et dans le ventre de ma mère, je vais, on dit toujours, ressentir tout ce que vit ma mère. C'est-à-dire que tout ce que vit ma mère, autant dans ses émotions que dans sa psyché, c'est quelque chose que je vais ressentir dans mon corps. Parce que là, cet aspect-là est très important. C'est que lorsque je suis dans le ventre de ma mère, ce sont mes cellules, c'est mon corps qui se crée, gestation, parce que le but, ça sera bien sûr de devenir un bébé pour sortir. Mais dans tout ce moment-là, je suis en communion totale avec ma mère. Je suis en communion totale avec ma mère, et là, je vis totalement ce qu'elle vit, mais je le vis dans mon corps, et on dit dans certaines pratiques, à ce moment-là, tout ce qui est psychologique chez ma mère, émotionnel, ça devient quelque chose de physique, d'engrammé dans mes cellules. C'est une mémoire cellulaire qui va s'installer. Et je vais avoir, avec ça, je vais avoir aussi tout ce qui est bon de ma mère, bien entendu, parce que souvent on parle du mauvais côté, mais il faut penser à tout ce qui est positif, tout ce qui est magnifique, qui est donné par nos ancêtres, par les cellules, une cellule de mon père, une cellule de ma mère, puis ensuite je suis dans son ventre. Et tout ce qu'elle va m'apporter va être à ce moment-là extrêmement important, parce que je vais les avoir en mémoire dans mon corps.
Ensuite, je vais avoir un rite de passage qui va consister à sortir du ventre de ma mère. Et c'est bien la naissance, hein. Parce que la vie nous pousse à aller plus loin. Elle ne veut pas nous laisser en permanence dans ce milieu. C'est un milieu de création de vie. Mais on se doit, nous, d'aller plus loin, de sortir du ventre pour continuer notre incarnation. Et là, c'est aussi quelque chose qui est important, c'est que le rite de passage, on pourrait dire, il s'est fait en un seul instant. C'est-à-dire qu'au moment où le bébé est sorti, alors ça s'est fait. Mais à quel moment, on pourrait se poser la question, à quel moment c'est totalement fini? Au moment où on coupe le cordon, par exemple, ou au moment où le placenta est sorti aussi du ventre de la maman. En tout cas, pour la maman, l'accouchement est fini que lorsque le placenta est sorti. Ça, c'est une évidence. Et pour le reste, comme je dis, des fois, il est bon d'avoir, non pas la réponse, mais se poser la question, de se dire, tiens, à quel moment, effectivement, les choses ont changé. Ensuite, un moment de gestation à nouveau, où le bébé va devenir de plus en plus grand, et puis on a aussi dans cet espace-là, donc on est d'un côté on était à l'est, et puis ensuite on s'est retrouvé dans la zone est-sud-est, le passage sud-est, qui est un rite de passage, et maintenant nous sommes dans la zone sud-est-sud, le bébé grandit, hein, et là dans cet espace-là, nous dépendons totalement de notre mère. Le bébé, tant qu'il est petit, dépend de sa maman, parce que jusqu'à nouvel ordre, c'est la maman qui donne le sein, c'est la maman qui nourrit, même si aujourd'hui, nous avons des aliments de substitution, mais le meilleur étant indéniablement le sein de la maman, ou le sein d'une maman, en tout cas, et il dépend totalement de sa mère, on va dire. Le lien est très proche, très fusionnel, et puis il va grandir, 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 pour se préparer à un autre rite de passage, qui sera un rite intéressant. C'est ma fille qui me l'a montré, tout du moins quand elle l'a vécu, ça m'a marqué. C'était le moment où elle a dit « Je veux aller à l'école toute seule ». L'école n'était pas très très loin de la maison, mais elle a voulu aller à l'école toute seule, traverser la route sur le passage piéton, longer le trottoir sur peut-être 400 mètres, et puis arriver à l'école. Et moi, m'a demandé, parce que c'est moi qui l'accompagnais à ce moment-là, de pouvoir le faire toute seule. Et c'est le moment précis où elle quittait les jupons de sa mère, entre guillemets. D'un seul coup, elle est capable de faire la chose par elle-même. On dit que c'est le moment où le bébé ou l'enfant, le petit enfant, prend conscience qu'il est capable de se mettre à l'abri plus vite que s'il attend que sa mère le prenne pour l'amener à l'abri, se mettre en protection. Donc il trouve une forme d'autonomie déjà dans ce moment-là. Et c'est un moment extrêmement important. Autant on pourrait dire que au départ, dans cette première phase, le bébé, jusqu'au moment où il prend cette liberté, l'enfant dépend de sa maman, mais il est aussi très influencé par la famille, le clan, la maison, ce clan familial, hein, très, très proche. De l'autre côté, il est devenu donc non pas un adulte, mais un petit enfant plus grand. Et puis il va gagner en autonomie. Il a fait une première fois l'acte, puis ensuite il va continuer à gagner en autonomie. Ça sous-entend aussi, comme je le dis souvent, que la maman lâche aussi son enfant et soit capable de lui permettre de quitter ses jupons. Là, il va être beaucoup plus proche du père, entre guillemets, mais aussi du clan. C'est-à-dire qu'il va s'ouvrir aussi à tout ce qui se passe autour, et il va faire comme le clan. Okay, mais il va se préparer à un autre rite de passage, parce que là, pour moi, ce qui est important, ce sont, dans ces phases très longues, on se prépare à un rite de passage.